Nous sommes donc, je vous l'ai dit, avec Raphaël Schellenberger. Merci d'être avec nous dans la zone pôle. Vous êtes député Les Républicains de la 4e circonscription du Haut-Rhin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais rapidement dresser votre portrait. Vous êtes originaire donc du Haut-Rhin en 1990 où vous voyez le jour. Vous vous engagez en 2010 à l'UMP, l'ancien nom des Républicains. En 2014, vous devenez à 24 ans le maire de Wattwiller. Alors je sais pas si je dis bien le nom, ce qui fait de vous le plus jeune maire d'Alsace. Et en 2017, c'est pour le rôle de député de la 4e circonscription du Haut-Rhin que vous êtes élu. En 2021, vous avez été aussi élu conseiller d'Alsace. Voilà, Raphaël Schellenberger, on en sait un peu plus sur vous. Je vous laisse avec Adrien Hardy pour parler de la campagne présidentielle. Raphaël Schellenberger, vous souteniez Xavier Bertrand pour la primaire républicaine le 4 décembre dernier. Voir Valérie Pécresse représenter les Républicains, c'est une déception ? Non, c'est pas du tout une déception. D'ailleurs, je pense que vous avez mal pris vos renseignements. Moi, depuis le début, j'ai soutenu d'abord le processus qui a été mis en place par Christian Jacob, qui a démontré à quel point on a su se rassembler. Je suis très heureux du choix qui a été fait par les militants d'une candidate qui est une bonne candidate, Valérie Pécresse. Après, on a une campagne qui est difficile parce qu'on est la cible de la concentration des attaques de tous les différents camps politiques. Mais nous avons une bonne candidate qui est la seule à même d'offrir une alternative crédible à Emmanuel Macron, de porter un projet alternatif et d'être en mesure de le mettre en œuvre. C'est surtout ça aujourd'hui qui compte dans cette élection, c'est de choisir quelqu'un qui est capable de mettre en œuvre le projet qu'il porte, et Valérie Pécresse en a largement fait la démonstration qu'elle en est capable. Valérie Pécresse est donc la candidate des Républicains pour la présidentielle, mais elle perd de plus en plus de points dans les sondages notamment. Elle est en train de s'écrouler. Je ne partage pas cette idée. D'abord, effectivement, on passe beaucoup de temps à commenter les sondages. Moi, je préférerais qu'on passe du temps à discuter des propositions, à discuter de la façon dont les candidats mettront en œuvre les propositions plutôt que les sondages. Là, je crois que c'est ça. Et ce qu'on commence à sentir de plus en plus, c'est que les Français sont frustrés. Ils sont frustrés de ne pas avoir ce débat d'idées, ce débat de propositions. Et que l'élection présidentielle, qui est quand même le rendez-vous démocratique qui a lieu une fois tous les 5 ans seulement, eh bien, leur soit confisquée par des discussions qui se concentrent sur les seuls sondages et qui sont absentes le reste du temps parce que occupées par les crises nationales et internationales. Justement, vous parlez des Français. Un des reproches qui est donné à Valérie Pécresse, c'est sa proximité face aux Français qui est beaucoup trop éloignée. Quelle est votre stratégie pour rendre Valérie Pécresse plus proche des Français ? Mais je pense que Valérie Pécresse est proche des préoccupations des Français. Aujourd'hui, les propositions qu'elle porte sur le pouvoir d'achat sont fortes et puissantes. Elle est la candidate qui a les propositions les plus fortes, à la fois les plus fortes et les plus crédibles sur les questions du pouvoir d'achat. Moi, quand je rencontre des Français aujourd'hui, c'est de ça dont ils me parlent. C'est de l'augmentation des prix, c'est de l'incapacité à payer les fins de mois. C'est de ça dont les Français me parlent. Et c'est sur ces sujets-là que Valérie Pécresse a les propositions les plus fortes et les plus précises. Nicolas Sarkozy n'a toujours pas apporté son soutien à la candidate du parti qu'il a lui-même créé. Vous voyez ça comme une trahison ? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que propose, encore une fois, Valérie Pécresse. Ce que les uns les autres en pensent. Chaque Français se fait son opinion. Moi, je regarde ce que propose Valérie Pécresse. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est d'expliquer aux Français ce que propose Valérie Pécresse. Si vous voulez commenter la vie politique, invitez sur vos plateaux télé des éditorialistes, des sondeurs, etc. Moi, je fais de la politique. Mon travail, c'est d'améliorer la vie des Français, c'est pas de commenter l'actualité. On vient justement parler du programme de Valérie Pécresse, notamment sur l'écologie. La candidate propose de multiples mesures, parmi celles-là, une sur France Zéro Carbone. La majorité des propositions sont reprises des rapports de la COP26. Valérie Pécresse considère vraiment l'écologie comme primordiale ? Clairement, je crois que c'est un élément important et historique à droite. On a toujours considéré l'écologie au cœur de nos préoccupations. Je vous rappellerai pas le discours de Jacques Chirac à Johannesburg, qui a été la prise de conscience du monde occidental des enjeux environnementaux et climatiques. Le Grenelle de l'environnement porté par Nicolas Sarkozy. C'est une vraie filiation idéologique de la droite que d'être préoccupé par la planète que nous transmettons aux générations. Alors pourquoi Valérie Pécresse reprend presque en entier les conclusions de la COP26 et ne propose
pas vraiment d'autres propositions en plus? Je crois que des propositions, il y en a de très nombreuses. Vous savez, notamment sur la question énergétique, il faut qu'on revient de très loin. On revient de très loin et d'une situation qui a conduit depuis 10 ans, depuis qu'Emmanuel Macron est aux affaires, depuis qu'Emmanuel Macron est chargé de piloter ces enjeux qui sont déterminants dans la question climatique, de la construction d'une dépendance absolue, et on le voit aujourd'hui exploser, au gaz et notamment au gaz russe. Eh bien, il faut qu'on revienne sur tout cela. Aujourd'hui, les propositions que nous portons, notamment sur la mutation du système électrique, elles sont fortes, elles vont bien plus loin que bon nombre de propositions qui étaient sur la table jusque-là. Eh bien, je crois que avec ça, la droite est au rendez-vous des propositions pour économiser l'énergie, décarboner largement notre système énergétique. Mis à part l'écologie, un des fers de lance de la campagne de Valérie Pécresse, c'est la sécurité. La candidate est aussi présidente du conseil régional d'Île-de-France. Et l'Île-de-France, justement, c'est la région où le nombre de vols et d'agressions dans les transports a le moins baissé parmi les 12 autres régions métropolitaines, d'après le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Comment faire confiance à une candidate sur la sécurité alors qu'elle n'y arrive pas dans sa propre région ? Écoutez, d'abord, je crois que là, vous jouez avec la confusion de la répartition des rôles. Le rôle de la sécurité, c'est d'abord le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle des collectivités territoriales. On est dans une compétence régalienne, c'est d'abord à l'État d'assurer la sécurité. Alors, quand l'insécurité ne baisse pas, c'est la faute de l'État, c'est l'incapacité du gouvernement à prendre des mesures. C'est pas l'incapacité des collectivités territoriales. Donc Valérie les collectivités Pécresse territoriales interviennent de façon palliative. Valérie Pécresse, elle a largement compensé les manques de l'État. C'est la région Île-de-France qui, dans toute l'Île-de-France, a payé les véhicules de la police. C'est-à-dire que l'État était tellement désengagé en Île-de-France qu'il a fallu que la région paye à la place du ministère de l'Intérieur les véhicules de la police. Alors dire que Valérie Pécresse n'a rien fait pour la sécurité, alors qu'elle a manqué à tout, alors qu'elle a pallié à tous les manques des ministres de l'Intérieur successifs de François Hollande et d'Emmanuel Macron, c'est un peu grossier. Autre proposition dans le programme de Valérie Pécresse, c'est sur le travail. La candidate LR veut augmenter dans les 5 ans les salaires nets inférieurs à 2,2 SMIC de 10%. Comment ? Eh bien, elle a été très précise sur les propositions et c'est ce qui la différencie d'ailleurs de bon nombre de candidats qui parlent de pouvoir d'achat. Lesquels, par exemple ? D'une part en faisant un effort du côté de l'État et qui représente grosso modo la moitié de cet effort. Et c'est un effort qui sera fait dès immédiatement après l'élection présidentielle. Et d'autre part, en organisant une grande conférence du dialogue social, en mettant les chefs d'entreprise autour de la table, ce qui, depuis longtemps, n'a pas été fait. On a méprisé le dialogue social en France. Valérie Pécresse veut le remettre en place. C'est la logique de la Ve République. Les partenaires sociaux ont leur place autour de table. Ils ont leurs responsabilités. L'État prendra la moitié en charge. L'autre moitié reviendra aux chefs d'entreprise et aux partenaires sociaux. Rapidement, Raphaël Schellenberger, comment vous allez trouver l'argent justement pour augmenter le SMIC de tous les Français qui gagnent moins de 2,2 SMIC ? Alors, augmenter le SMIC de ceux qui gagnent moins de 2,2 SMIC, je pense que vous parlez simplement du salaire de ceux qui gagnent moins de 2,2 oui, SMIC. Exactement. Eh bien, je vais vous l'expliquer. La moitié de l'effort sera consenti par l'État sur les charges qu'il prélève. L'autre moitié fera l'objet d'une discussion entre les partenaires sociaux. Merci Raphaël Schellenberger, vous restez avec nous évidemment, ne bougez pas, vous aussi chez vous ne bougez pas, la Zone Paul continue dans quelques instants. Zone Paul. Nous toujours avec Raphaël Schellenberger, député de la 4e circonscription du Haut-Rhin, vous abordez avec Adrien Hardy la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky souhaite qu'Emmanuel Macron vienne en Ukraine pour qu'ils s'entretiennent. Raphaël Schellenberger, est-ce que Emmanuel Macron doit y aller ? Je ne crois pas qu'aujourd'hui le rôle d'Emmanuel Macron ce soit forcément d'aller en Ukraine. Je comprends bien que le président ukrainien ait des besoins de communication là-bas. Je crois que le soutien de la France est clair, le soutien de l'Union européenne est clair. L'Ukraine a besoin de moyens logistiques, financiers, militaires. Il faut que nous puissions les lui fournir, mais je ne crois pas, notamment en période de campagne présidentielle en France, parce que c'est cette bataille aussi qui se joue, c'est celle de la démocratie occidentale contre un État russe qui n'est plus démocratique depuis longtemps.
Je ne crois pas qu'en temps démocratique comme celui-là, la place du chef de l'État français aujourd'hui ce soit sur un théâtre de guerre en Ukraine. Tous les candidats à la présidentielle, dont Valérie Pécresse, prônent avant tout la diplomatie dans ce conflit. Elle est clairement insuffisante depuis le début. Mais la diplomatie, elle est insuffisante, mais elle est nécessaire. Il faut absolument poursuivre et rompre le dialogue diplomatique. Ce serait la pire des choses à faire en Ukraine. Donc, il faut absolument, par tous les moyens, poursuivre le dialogue diplomatique. D'ailleurs, le président Volodymyr sera reçu à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Il a fait le tour des parlements européens et c'est bien important que cela puisse se poursuivre. Les pays de l'Union européenne disent privilégier la paix, mais ils envoient des armes en Ukraine et de l'argent pour l'armée. Finalement, en envoyant justement tout ça, est-ce qu'on n'oublie pas un peu la paix ? Non, je crois qu'on n'oublie pas la paix. Je veux dire, la paix, elle se défend et parfois elle se défend de façon armée. Elle se défend aussi militairement. C'est la paix qui se joue. C'est aussi la protection d'un système démocratique. L'Ukraine n'était pas une démocratie parfaite, mais une démocratie en construction. C'est un pays qui a envie de démocratie et il faut absolument qu'on accompagne ce pays dans son envie de démocratie. C'est notre modèle de société qui se défend là-bas. Donc c'est important qu'on aide l'Ukraine à défendre ce modèle de société. L'Union européenne et les États-Unis accusent le Kremlin de crimes de guerre par rapport à la situation en Ukraine. Vous êtes d'accord ? C'est évident, on le voit encore avec les faits qui se déroulent ces derniers jours, où la Russie attaque un théâtre dans lequel des civils sont réfugiés. C'est clairement un crime de guerre, clairement. Il faut condamner la Russie par rapport à ce crime de guerre. Mais le temps de la justice militaire n'est pas celui du conflit. Aujourd'hui, il faut les dénoncer, il faut aider l'Ukraine à résoudre ce conflit. Et une fois que le conflit aura été résolu, alors il y aura un temps de justice internationale. Mais le temps du droit international, la justice internationale, n'est pas celui du conflit. Raphaël Schellenberger, l'UE doit-elle définitivement couper les ponts avec la Russie ? Je crois que tout ça est largement en passe de se construire. On le voit, des pays qui étaient très dépendants de la Russie, notamment sur le plan énergétique, comme l'Allemagne, ont pris des mesures tout aussi sévères que ceux qui en étaient le moins dépendants. Donc aujourd'hui, les liens entre l'Union européenne et la Russie sont clairement rompus. Concrètement, quelles sanctions faut-il mettre en place face à la Russie ? Aujourd'hui, il y a un bon nombre de sanctions qui ont déjà été prises, que ce soit sur le plan des relations commerciales, des outils de communication. Je crois qu'il faut pas aller plus loin sur certaines choses. Il ne faut pas stopper les relations diplomatiques, mais surtout le volet des sanctions économiques, des sanctions en matière de liberté de circulation, de la traque aux oligarques russes. Beaucoup a déjà été fait. Il y a sûrement encore d'autres choses à construire, mais il faut maintenant que ces mesures fassent leur effet. Malheureusement, ce ne sont pas des mesures qui ont un effet immédiat. Il y a une forme de résilience des systèmes et d'inertie des systèmes qui font que malheureusement, ces mesures, même si elles sont fortes, n'ont pas d'effet immédiat ou aussi urgente que la réalité du conflit militaire. On est dans une guerre un peu asymétrique. En même temps, la France et l'Union européenne ne sont pas en guerre contre la Russie. C'est l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie. Il faut aussi que ça se soit bien clair. Est-ce que la France et l'Union européenne doivent entrer en guerre face à la Russie, justement ? Non, je pense que la France et l'Union européenne ne doivent pas entrer en guerre par rapport à la Russie. Là, ce serait la pire des situations. Vous avez parlé des sanctions qui ont été mises en place par l'Union européenne face à la Russie. Pour l'instant, elles n'ont pas suffi. Sur quel plan doit-on se concentrer pour bloquer la Russie ? Sur le plan économique ou sur d'autres plans ? Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut isoler la Russie et on le voit. La Russie comptait sur un soutien d'un certain nombre de ses alliés, comptait sur un soutien très clair de la Turquie, comptait sur un soutien franc de la Chine. La Chine aujourd'hui n'est pas au rendez-vous de ce qu'attendait la Russie. Elle n'est pas non plus au rendez-vous de ce que nous pouvions attendre en opposition à la position de la Russie. Mais en tout cas, elle fait défaut à la Russie. Ça démontre que progressivement, la Russie s'isole au niveau international, ce qui est pour nous qui nous opposons aux méthodes de Vladimir Poutine, qui nous opposons aux valeurs aujourd'hui de Vladimir Poutine, il faut le dire, est plutôt une bonne nouvelle.
Même si la Russie a moins d'alliés qu'avant, la Syrie et l'Iran, par exemple, restent au coude à coude avec la Russie pour les aider. Est-ce qu'il faut les sanctionner, ces deux pays ? Écoutez, je ne vois pas bien aujourd'hui comment on pourrait davantage sanctionner la Syrie et l'Iran qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que la Syrie et l'Iran aident la Russie. C'est-à-dire que la Syrie et l'Iran font l'objet de davantage encore de sanctions internationales que la Russie aujourd'hui. Donc voilà, ça me semble difficile de sanctionner plus qu'on ne le fait déjà l'Iran et la Syrie. Pour ce qui est de l'émigration ukrainienne, la France doit-elle accueillir des réfugiés ukrainiens ? Oui, il faut que la France accueille des réfugiés ukrainiens. Elle a commencé à le faire, elle continuera à le faire. C'est l'histoire de la France, c'est la grandeur de la France d'être une terre d'asile, parce que la France a aussi connu des pages de son histoire qui ont nécessité que les Français puissent fuir, puissent être protégés. Eh bien, je crois que c'est le rôle de la France que d'être une terre d'accueil en cas de conflit dans le monde. Et est-ce qu'il faut mettre une limite de personnes à accueillir, ou tous les Ukrainiens qui viendront en France, nous devons les accueillir ? Tant qu'il y aura de la guerre en Ukraine, notre rôle c'est d'accueillir les Ukrainiens. Et comment aider concrètement les Ukrainiens, Raphaël Schellenberger ? Aujourd'hui, les Ukrainiens qui arrivent sur le territoire national sont aidés, ils sont accueillis, ils sont identifiés, ils font l'objet ce qu'on appelle une mesure de protection subsidiaire. Ils bénéficient de l'autorisation de s'installer sur le territoire. On les accompagne pour trouver un logement. Souvent, on leur met un logement à disposition gratuitement. On leur donne un revenu de subsistance. Ils ont le droit de trouver un travail. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est déjà conséquent. Et en sus de ça, s'ajoute la générosité privée des Français qui est nombreuse et qui se voit. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Voilà, je crois que nous sommes à la hauteur du rendez-vous de l'accueil des Ukrainiens jusque-là. Et les Ukrainiens qui sont restés en Ukraine, comment on les aide concrètement ? Eh bien, on les aide en leur envoyant des moyens pour se défendre. Je crois que l'Union européenne le fait, des moyens pour vivre. On le voit, de nombreux convois humanitaires sont dirigés par les différents pays d'Europe vers l'Ukraine. On aide autant qu'on peut un pays ami à nos frontières. Raphaël Schellenberger, très rapidement, est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron en fait trop au niveau européen vis-à-vis de ce conflit ? Je ne pense pas qu'il en fasse de trop. C'est un conflit dangereux aux portes de l'Europe, inhumain. Il faut absolument aider les Ukrainiens là-bas. Il faut aussi savoir garder la terre froide et mettre les bons mots. Et je crois qu'il faut aussi rappeler aux Français qu'aujourd'hui, c'est pas nous qui sommes en guerre. C'est l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie, et c'est peut-être là-dessus que Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, a une petite tendance à la mise en scène et à l'instrumentalisation qui dépasse la réalité et qui introduit une forme de confusion dans l'esprit des Français. Merci d'avoir été avec nous, Raphaël Schellenberger. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de la 4e circonscription du Haut-Rhin. Zone Paul.